des voix et des coachs. Leadership. Gérer mon stress. Aller de l'avant. Performance. Développer mes compétences. Succès. Gérer mes émotions. Être responsable. Tenir mes objectifs. Me sentir utile. Vitalité. Être reconnu et valorisé. Travailler. Trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle. Être en phase avec moi-même et avec les autres. Donner du sens. Tous les chemins possibles. Être heureux. Me sentir bien au travail. Confiance. Comprendre mes besoins. Conscience. Valeur. Bien-être. Et résultat. Je veux être accompagné. Des voix et des coachs. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode des voix et des coachs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partir à la rencontre de Valérie Laville, coach d'émergence, formatrice et psychopédagogue. Dans cet entretien, elle nous propose de nous éveiller à la conscience au cœur de la nature en Bretagne. Je vous laisse découvrir son entretien. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cet épisode pour encourager nos productions. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans notre émission Des voix et des coachs, un podcast original et pétillant conçu par Coach Personnel, votre plateforme de formation et de coaching en ligne. Des voix et des coachs est une série d'entretiens avec des coachs qui, avec passion et authenticité, vous racontent leur parcours, partagent avec vous leur univers, leurs pratiques et mettent en lumière la passion de leur métier. Découvrez aussi tout au long de l'année des interviews exceptionnelles de nos invités. Ils sont coachs, thérapeutes, DRH et ils ont comme point commun d'avoir été coachés. Ils témoignent de leur expérience et de ce que le processus de coaching leur a permis de dévoiler pour atteindre leurs objectifs. Je suis Elisabeth Limousin-Testori, coach certifiée en développement de compétences. Je suis Sylvie Filet, coach certifiée, psychologue de formation et praticienne PNL. Nous avons co-créé la plateforme coachpersonnel.com, qui est une plateforme de formation et de coaching en ligne animée par des professionnels qui vous accompagnent en présentiel ou à distance sur le chemin de votre épanouissement personnel et professionnel. Nous vous souhaitons une belle écoute et n'hésitez pas à liker et à partager ce programme tout autour de vous. Merci. Merci. Je suis chez Valérie Laville, au lieu-dit Kerguidou, à Cavan, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Bonjour Valérie, donc je suis arrivée chez toi, tu as une magnifique maison, c'est très très joli quand on arrive par ces petits chemins, par un temps très ensoleillé comme aujourd'hui. Et nous sommes ici dans ta salle de travail, dans ton espace professionnel. C'est aussi très joli, très lumineux, très enveloppant en fait comme atmosphère. C'est très calme, très serein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet univers-là que tu as installé chez toi, Valérie? Est-ce que tu peux nous parler de ce lieu où tu habites et où tu travailles? Oui, alors déjà bonjour Sylvie et bienvenue à Kerguidou. Effectivement, sous le soleil, c'est pas toujours le cas en Bretagne, mais c'est bien le cas aujourd'hui. Donc cette maison, à la base, c'est une ancienne ferme, une ancienne longère qui a été rénovée depuis 15 ans. Et sur les derniers temps, j'ai fait des travaux pour que ça devienne effectivement un lieu où je peux recevoir des personnes en individuel, mais aussi des groupes en atelier, en formation. Et comme tu le soulignes, avec cet adjectif enveloppant qui convient bien et que les gens ressentent généralement en arrivant ici, la décoration est assez épurée, les matériaux sont le plus naturel possible. Au niveau sonore, au niveau visuel, le cadre fait qu'on est plutôt accueilli dans du moelleux et où chacun peut se sentir à l'aise. Ok, donc c'est vraiment un espace qui te ressemble, c'est toi qui l'as conçu, imaginé, c'est toi qui as mis aussi ton énergie là-dedans, ça se sent. Oui, alors c'est marrant que tu le formules comme ça. Il y a des personnes qui m'ont suivi dans plusieurs endroits différents et en arrivant ici, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Ah, ça c'est une salle qui te ressemble, Valérie. C'est une salle qui te ressemble. C'est une salle qui me ressemble, ouais, où il y a de la douceur, il y a de l'accueil. Une salle chaleureuse, mais sans que ce soit tape à l'œil. Et effectivement,
J'ai beaucoup participé pour la décoration, pour la peinture, pour l'aménagement de la salle. Et tu parles d'énergie, effectivement, c'est un lieu aussi qui a eu des nettoyages énergétiques parce que les vieux bâtiments ont souvent des vieilles histoires et des vieilles mémoires. Donc, il y a eu du nettoyage par des autres intervenants et avec de la méditation, avec du travail, voilà, j'allais dire de conscience et d'énergie. Moi-même, effectivement, je fais en sorte que cette salle soit la plus propre et épurée pour accueillir chacun dans un lieu neutre. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais justement un petit peu nous parler de toi? On parle de ce qui est enveloppant, moelleux et qui te ressemble. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous raconter ton parcours, ta vie? Et si on commençait peut-être déjà par ta petite enfance, qui étais-tu? Comment étais-tu? Dans quelle famille as-tu évolué? Alors, si on remonte aussi loin, moi, je viens d'une famille qui a été recomposée à plusieurs reprises et je suis au carrefour de, on va dire, 5 enfants qui n'ont pas tous les mêmes parents. Et j'ai grandi dans des univers très différents, à la fois un univers très protégé d'une gendarmerie de campagne et plus tard dans une zone d'éducation prioritaire, donc avec plutôt des immeubles et puis des bandes qui traînaient dans les quartiers. Voilà, donc vraiment un contraste énorme. Ce qu'on disait de moi, c'est que j'étais plutôt une petite fille très joyeuse, chantante, dansante tout le temps, un petit rayon de soleil. Et ce qui, moi, avec le recul, m'a souvent étonnée, c'est que peu importe l'endroit où j'étais, en fait, j'étais généralement adoptée par les gens qui étaient là. Et ça a été un très beau cadeau quand je suis arrivée dans cette ZEP d'être adoptée par des personnes qui me ressemblaient pas du tout et qui montraient leur beau côté, leur bienveillance, et dont j'ai pu bénéficier. D'accord. Et c'était où cette ZEP alors? Alors ça, c'était dans le Massif central, à Montluçon. Je suis née à Montluçon. J'ai passé du temps plus tard, mon adolescence, une partie de mon adolescence à Montluçon. Et sinon, j'ai grandi en partie en Sarthe. Et après, j'ai bougé pour mes études dans plusieurs endroits de France, plusieurs grandes villes de France. Quel est ton parcours au niveau des études? Qu'est-ce que tu as fait par le passé? Parce que tu es coach aujourd'hui, coach, formatrice, psychopédagogue, mais tu as eu des vies antérieures, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces vies professionnelles antérieures? Oui, alors par rapport à mes études, je disais j'ai fait un peu un parcours. J'ai commencé à Angers avec des études de psychologie en psychologie cognitive. Après, je me suis orientée vers l'ergonomie assez vite. Et puis donc j'ai fait des sauts de puce dans la France pour finir en Lorraine, où j'ai démarré une carrière comme consultante. Donc en sortant à peine de l'école, j'ai été embauchée comme consultante dans une petite entreprise pour travailler dans la qualité surtout et un peu en ergonomie. Donc pour accompagner des entreprises, mais aussi des services publics, des associations. Les clients étaient très variés, pour les accompagner dans des démarches de changement et dans des démarches ISO 9001, donc de qualité de fonctionnement au sein de la société. Et ensuite, j'ai retraversé la France pour arriver en Bretagne, où j'ai travaillé pendant 11 ans en recherche et développement en tant qu'ergonome des interfaces homme-machine. D'abord sous l'enseigne France Télécom, qui est devenue assez vite Orange, jusqu'à ce que je crée ma propre activité en 2014 sous l'enseigne de Brest Conscience. Et voilà, où je fais maintenant, donc depuis le début, de l'accompagnement d'adultes, d'enfants en individuel et en groupe avec différentes approches techniques. D'accord. Et du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à ce métier d'ergonome, au métier de coach? Qu'est-ce qui t'a stimulé, donné envie d'aller de venir dans le coaching? C'était quoi un petit peu pour toi le leitmotiv? Oui, alors ce basculement d'univers, là, ce changement d'univers, il s'est
beaucoup fait parce que dans les derniers temps où j'étais chez Orange, voilà, j'ai travaillé sur un projet qui m'intéressait beaucoup, mais qui m'a questionnée sur la place que je prenais dans le monde en fait et ce que j'alimentais. En travaillant sur les nouvelles technologies, ce qui me passionnait beaucoup à l'époque, ça m'a questionnée sur à quoi je contribue à connecter l'être humain. Et du coup, là, me rendant compte que je contribuer à connecter l'être humain à des téléphones, à de la technologie, à du technique, mais en même temps à les éloigner peut-être un peu d'eux. En tout cas, ça m'a fait rejaillir ce réflexe de me rapprocher plutôt de l'être humain et de contribuer à aider les personnes à mieux se connaître elles-mêmes, à mieux identifier leur mode de fonctionnement, leurs atouts, leurs failles, leurs difficultés et de trouver les stratégies qui peuvent les aider pour mieux fonctionner. Mhm. Et du coup, c'est un peu un mélange de ces différentes casquettes, effectivement, que j'utilise aujourd'hui, parce qu'on laisse pas de côté un métier ou une formation, mais voilà. Oui. Donc, t'es le produit, en fait, de toutes ces expériences et ça t'a ouvert à ce besoin de t'occuper des gens, d'accompagner des personnes. Et donc, ça fait maintenant plusieurs années que tu es installé comme coach. Donc, ton activité, ton entreprise, c'est Brest Conscience. Oui, Brest Conscience Ouais. va avoir 8 ans au Ouais. mois de septembre. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ce nom, Brest Conscience? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Quelle importance ça a d'avoir choisi ce nom? Qu'est-ce que ça vient dire de toi à nouveau? Ouais, merci pour la question. C'est pas souvent qu'on me demande de l'expliquer. Brest Conscience, il y a plusieurs aspects. Alors, j'ai démarré notamment en proposant des choses autour de la pleine conscience, donc des groupes d'initiation à la méditation de pleine conscience et l'éveil de la conscience. Et du coup, dans les sonorités, pleine conscience, Brest Conscience, je trouvais que c'était amusant un peu à l'oreille de glisser vers un autre mot. Et donc, c'était voilà un peu pour le clin d'œil sonore. Et en même temps, le fait d'ancrer par le nom la localité, le territoire où je travaille me semblait important. Donc, de pas être non plus que dans des choses, j'allais dire, un peu vaporeuses. La méditation, parfois, voilà, on croit que c'est s'éloigner un peu, rêver, planer. Du coup, pour moi, c'était aussi très important de replanter les pieds dans la terre et le sigle d'ailleurs de Brest Conscience reflète aussi tout ça. Il est intéressant à regarder. Il note vraiment ça, voilà, s'ancrer vraiment sur du solide, sur de la terre et garder les pieds sur terre et ne pas s'envoler, s'échapper avec des choses non étayées, non fondées, voilà. D'accord. Et du coup, maintenant, quel genre de personnes viennent te voir pour du coaching ou quelles sont les propositions que tu fais ici dans ce magnifique endroit où tu es? Alors, les demandes, alors déjà d'une part, ça peut être des enfants ou des adultes, comme je disais tout à l'heure. Pour les adultes, régulièrement, ça peut être des problématiques autour de la confiance en soi, des problématiques par rapport à de l'anxiété. Ça peut être des peurs depuis ces 2 dernières années. C'est un sujet qui remonte et qui revient assez régulièrement. Des peurs que les gens ont enfouies et puis qui veulent maintenant traiter, ou des peurs qui se sont créées par le contexte ces derniers temps. Donc travailler sur ces peurs-là. De plus en plus souvent, là, ces derniers temps aussi, j'ai des personnes, adultes et enfants, qui sont avec ce qu'on appelle un profil neuroatypique. Et là, du coup, l'accompagnement vise à les aider à clarifier leur profil, les différents aspects de leur profil neuroatypique et de voir comment ça fonctionne pour eux. J'allais dire, c'est un peu faire connaissance avec leur cerveau depuis une posture d'observateur et qui prennent conscience de leur mode de fonctionnement et de nouveau de voir quelles sont les stratégies qui peuvent les aider pour avoir une attention qui est plus pertinente, pour avoir une meilleure mémoire, pour être plus organisé. Donc peut-être on reviendra après sur la question neuroatypique par rapport aux enfants. Pour les enfants, lorsque les personnes, souvent c'est
soit à l'initiative des parents ou de l'enseignant qui signale qu'il y a quelque chose qu'il faudrait accompagner. Régulièrement, ça peut être ça aussi, une question de confiance, beaucoup de mouvement aussi. Alors on parle souvent d'agitation, moi j'aime pas ce terme parce qu'il est connoté négativement. Ça peut être des questions aussi de phobie scolaire, ça peut être des questions alors là, le croisement des deux, de parentalité, des jeunes parents qui ne savent pas comment, par quel bout prendre leur enfant, parce qu'ils sentent une différence avec leur enfant, ou eux-mêmes, leur propre accompagnement n'est plus adapté, donc ils ont besoin d'un regard extérieur. Voilà, D'accord. Et du coup, est-ce que tu reçois les enfants seuls, les enfants avec les parents? Comment ça se passe? Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, il y a plusieurs possibilités et ça dépend des moments dans l'accompagnement. Je commence et je finis toujours par un temps avec parents et enfants, un temps de bilan. Bilan initial, bilan final. Selon la durée de l'accompagnement, il peut y avoir aussi un bilan intermédiaire où il y a au moins un des deux parents qui est là et où la parole de l'enfant est importante aussi pour qu'il dise où il en est, qu'est-ce qui a changé pour lui, est-ce que c'est assez ou est-ce qu'il a envie de revenir. Je travaille, même si c'est des enfants, je ne travaille jamais avec eux sans qu'ils soient OK pour qu'on travaille ensemble. En dehors de ces temps de bilan où il y a les parents, généralement, c'est des séances de 45 minutes pour les enfants où l'enfant est tout seul avec moi et où on va mêler des exercices ou des jeux. Je leur dis généralement toujours ça au début. C'est des exercices ou des jeux. Ça dépend selon ta perception, tu verras et on en reparlera. En tout cas, généralement, ils travaillent quelque chose pendant ces temps d'activité, mais c'est amené avec quelque chose de ludique qui fait que ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de travailler leur attention, qu'ils sont en train de travailler leur inhibition, donc retenir par exemple des réflexes de faire des blagues, ou de commenter, ou des petits travers que des fois on a du mal à retenir, notamment en groupe. Pour certains sujets, on peut prendre un temps au milieu de la séance où on va être plus dans l'explication. Donc, par exemple, si c'est des soucis aussi relationnels, des conflits au sein d'une fratrie ou en classe, des enfants qui peuvent avoir du mal à prendre leur position ou gérer les relations, les émotions avec les autres. Donc, des temps de clarification sur ces aspects-là pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne pour eux, quels sont les autres choix, et puis qu'ils essayent de s'approprier les outils en dehors. Et pour certains sujets, depuis pas si longtemps, je fais en sorte que les parents soient là aussi, parce qu'ils sont les premiers concernés dans cet accompagnement qui dure en dehors du cabinet ici, notamment les émotions. Sur le sujet des émotions, de plus en plus, j'ouvre cette session aux parents en plus des enfants pour qu'ils entendent à quoi servent les émotions, les accueillir, les prendre en compte, qu'est-ce qu'elles veulent dire quand elles sont là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand elles sont là. D'accord. Et alors tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de neuroatypie, donc j'aimerais bien qu'on s'appuie un petit peu sur ce sujet, qu'on creuse un petit peu ensemble. Qu'est-ce qui t'a conduite à avoir cet intérêt pour ce thème-là? Comment c'est venu dans ta vie, ça? Comment c'est venu? Alors là, je saurais pas me souvenir d'où ça vient exactement. Je pense que c'est un sujet qui a toujours été un peu là. Je suis concernée par la neuroatypicité à plusieurs registres, donc je pense que la question était toujours ouverte un peu au-dessus de ma tête, sans que j'ai besoin de l'approfondir pendant un certain temps. Et puis ici, je pense que ce qui m'a amené à creuser plus la question, c'est qu'en face de moi, je recevais régulièrement des personnes concernées par l'hypersensibilité, par peut-être des troubles Asperger pour l'instant. Voilà, il y a encore des précautions par rapport à ça. Il faut avoir un certain nombre de compétences et d'outils pour pouvoir étayer ça. Et c'est plutôt souvent des psychiatres ou des neuropsychologues qui posent le diagnostic officiellement, en tout cas. Et puis, du coup, en voyant que de l'autre côté du bureau ou de l'autre côté du tapis, c'était des personnes souvent de ce profil-là qui étaient là, j'ai renforcé dernièrement
ma propre formation, avec une formation donc en psychopédagogie, qui permet de mieux comprendre d'une part les apprentissages, d'autre part ce que sont les troubles neurodéveloppementaux. Donc les troubles neurodéveloppementaux, c'est le terme qu'on emploie pour qualifier les cerveaux qui ont un fonctionnement qui n'est pas, on va dire, sous la courbe de Gauss. Je sais pas si ça te parle quand je dis ça, voilà, où il y a 70% de la population qui se trouve, et du coup, on regroupe sous cette appellation les hauts potentiels, l'hypersensibilité, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, tout ce qui est 10, et également donc le syndrome Asperger. Tout ça, c'est différents profils dans ce qu'on appelle les TND, troubles neurodéveloppementaux. Et cette formation, du coup, elle me permet aussi d'affiner en fait les profils, comment se concrétisent en fait ces profils-là dans la personne que je reçois, et d'aider du coup l'adulte ou l'enfant à mieux comprendre. De nouveau, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si c'est un problème d'attention, comment mon attention m'échappe, qu'est-ce qui va faire en sorte que mon attention va rapidement se fatiguer, ou qu'est-ce qui va m'aider à être plus attentif quand c'est un enfant qui fait ses devoirs, ou quand c'est une personne qui est en situation de travail. Et du coup, voilà, de nouveau d'observer et un peu de décortiquer ensemble comment ça se passe, et de proposer des nouvelles pistes que les personnes s'approprient petit à petit pour fonctionner, j'allais dire, de manière optimisée avec eux-mêmes, avec leur équipement. Je dis souvent qu'on arrive sur Terre sans avoir le mode d'emploi du corps dans lequel on arrive. Et quand je dis corps, je dis le corps physique, les bras, les jambes, mais aussi les émotions, le cerveau. On n'a pas tant l'occasion de faire connaissance avec soi-même avant de devoir s'utiliser. Oui, oui. Donc c'est cet ensemble-là qui crée aussi plus de conscience de soi. Tu nous parles un petit peu de la conscience, du coup, par rapport à tout ça. Qu'est-ce que c'est que avoir conscience de soi Oui, tu peux me poser la question tout à l'heure par rapport au nom de Breast Conscience. Effectivement, j'ai surtout oui, parce que il y a une continuité du coup, un petit peu dans cette conscience qui est aussi ton sujet finalement, tout à fait, à travers toutes les personnes que tu rencontres. Et ça me semble important pour toi en fait, cette question-là de la conscience. Oui. Merci, effectivement, ouais, c'est central en fait. Et du coup, effectivement, par différentes facettes, approches, méthodes, je permets aux personnes de mieux prendre conscience d'elles-mêmes en fait. Et donc la conscience, pour moi, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà être conscient de qui l'on est soi-même, être conscient de comment dans une discipline dont je suis formatrice, peut-être on en parlera après, l'éveil de la conscience par le corps. On dit souvent comment on s'utilise soi-même. Donc prendre conscience de comment je laisse par exemple mon mental, mes pensées me guider finalement, ou comment je laisse mes émotions prendre le dessus. Donc avoir conscience de comment on s'utilise, et puis d'avoir conscience aussi je peux revenir sur ce que je disais tout à l'heure, de la place qu'on prend dans le monde. Et puis cette conscience en elle-même, c'est selon comment on l'utilise, elle peut être précieuse ou elle peut être inexistante. Donc voilà, il y a un ensemble de choses d'exercices que l'on peut faire pour affiner, aiguiser et développer cette conscience. Alors tu le disais il y a un instant, tu es aussi formatrice. Qu'est-ce que ça vient dire de toi à nouveau, formatrice en quoi? Qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre dans cette casquette de plus que tu as? Tu veux bien nous parler de ça? Oui. Alors du coup, je suis formatrice. Alors déjà, comme je le disais, en éveil de la conscience par le corps. Donc ça, c'est une discipline qui a une trentaine d'années. Aujourd'hui, on est une dizaine de formateurs dans le monde. Dans le monde. Et on est maintenant 4 en France. Et ça, voilà, c'est une discipline qui nous permet de faire l'expérience de nous-mêmes. Ce que je disais tout à l'heure, comment fonctionne notre mental, nos émotions, notre corps, en faisant l'expérience. Donc là, être formatrice on appelle ça ATB, en ATB, ça veut dire
accompagner des parents, des enseignants ou des accompagnateurs, des personnes qui elles-mêmes sont un accompagnement d'autres personnes, à développer leur regard sur eux-mêmes pour être dans une posture plus juste vis-à-vis de la personne avec qui ils sont en relation. Donc les enfants, ce qui est assez important pour ne pas trop les déformer au passage, mais laisser ces petits êtres le plus possible connectés avec eux-mêmes. Et puis les personnes qui accompagnent aussi des adultes. Donc ça, c'est une partie des formations. J'ai fait des formations en entreprise également, autour de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Ouais. Donc avec des choses qui relèvent de la gestion du temps, de la gestion de soi, mais que l'on peut considérer comme étant la gestion du stress en fait. Des choses aussi autour de l'attention, voilà, pour que la façon dont on est au travail ne soit pas seulement que de donner, mais aussi de pouvoir être dans un certain confort en étant au travail. J'anime aussi des ateliers et des temps de formation pour des particuliers. Et là, il y a un certain nombre de thèmes assez large, voilà. Mais dans les grandes familles, ça va être bien-être, connaissance de soi, parentalité. Voilà. Et j'aime aussi beaucoup faire des ateliers ou des formations sur mesure et répondre à une demande, en fait. Ça, c'est la casquette de l'ergonome aussi qui refait surface, de sentir quel est le besoin, quel est le contexte, et proposer ce qui est le plus adapté pour étayer, en fait, la demande. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton métier, dans ta façon de l'exercer, avec effectivement cette façon d'avoir imbriqué un petit peu toutes tes casquettes et d'en avoir fait quelque chose de tout à fait spécifique, de tout à fait singulier pour toi? Qu'est-ce qui te plaît dans ton travail, dans ce lieu magnifique là, qui est à la fois ton lieu de vie et ton lieu professionnel? Qu'est-ce qui est plaisant pour toi? Alors, je crois que c'est la souplesse et l'ajustement. La souplesse, effectivement, comme tu le dis, cette pièce où on est et cette maison, elle est à la fois lieu professionnel et lieu privé. Donc, un lieu qui est modulable et évolutif. Et dans les accompagnements que je fais, ce côté-là est toujours là aussi, en fait, de s'ajuster à chaque demande qui est unique. Et de pouvoir quelque part créer, composer du sur-mesure pour chaque rencontre. Et ce qui me plaît dans le parcours de formation que je me suis créé et comment je le restitue finalement, c'est moi je me suis formée en psycho il y a plus de 20 ans. Et entre les savoirs qu'on nous a délivrés à l'époque et ce qui existe aujourd'hui, il y a un écart quand même. Et d'avoir en fait réussi à combiner différentes approches et méthodes pour avoir une appréhension globale de l'être humain. Donc le mental, les émotions, le corps, l'énergie, et une part plus profonde qui on peut appeler le centre, on appelle comme on veut, mais voilà, de pas couper ce lien avec qui on est tout au fond de nous, et selon les personnes, selon les demandes, d'ajuster en répondant à ce qui est demandé et de prendre en compte la personne dans sa globalité. Et ce qui ressort souvent dans les personnes qui viennent me voir, c'est que il y a une grande acceptation de ma part par les personnes qui sont là, et pour les personnes qui sont là, et pour leur histoire et leur mode de fonctionnement. Il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais non plus moi j'ai pas fait de formation, je me suis éloignée de la psychopathologie, je sais que ça existe, mais je n'aime pas porter un regard pathologique sur des fonctionnements. Pour moi, l'être humain, c'est un être rempli de vie, et voilà, le vivant, le cerveau, en fait, il cherche toujours à évoluer, à grandir et à faire du mieux possible avec ses capacités, en fait. Et donc, parfois, on prend des stratégies qui sont pas adaptées, mais parce que c'est ce qu'on est capable de faire de mieux. Ou des stratégies qui peuvent être négatives pour d'autres ou douloureuses pour d'autres,
et ben on a quand même essayé de faire le mieux possible. Donc souvent, voilà, le fait d'avoir cette posture-là, ça aide aussi les personnes à changer de regard sur elles-mêmes et à sortir de la culpabilité de leur fonctionnement et à sortir d'un attachement au passé qui pourrait être de l'ordre du regret. Et donc tu me posais la question aussi par rapport au coaching. Pour moi, voilà, la posture de coach, c'est d'accueillir les personnes telles qu'elles sont aujourd'hui, là, en face de moi. Leur histoire avant, forcément, impacte sur qui ils sont, mais ça m'intéresse pas tant de creuser leur histoire passée, mais d'accueillir plutôt, voilà, la personne telle qu'elle est aujourd'hui et de l'aider à ouvrir des portes pour celle qu'elle a envie de développer demain, en fait. C'est quoi la personne à qui elle a envie de donner naissance demain, quand il y a un écart? Souvent, il y a quand même un petit grain de sable qui est là. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qui me plaît dans la posture de coach, plus que dans, en tout cas, la vision que moi j'ai de la posture du psychologue. Voilà, d'accompagner vers demain avec ce qui est là. Alors, justement, en tant que coach, tu as aussi dit oui à la plateforme de formation et de coaching en ligne Coach Personnel. Qu'est-ce qui t'a motivé à nous rejoindre et à faire ce petit bout de chemin? Ça fait déjà plus d'1 an qu'on est ensemble maintenant. Qu'est-ce qui est important pour toi dans ce choix? La démarche initiale était alors quand on travaille en libéral, il y a forcément un plan un peu de solitude, en fait, d'éloignement par rapport à une posture de salarié où il y a souvent une équipe. Donc il y avait cette dimension-là de rentrer dans un réseau pour faire équipe avec d'autres personnes. Après, j'allais dire, la personnalité du réseau pour moi était importante. Ça n'est pas une logique de rentrer dans un réseau pour doubler mes consultations, pour faire un chiffre d'affaires à un certain niveau, mais de rentrer dans un réseau où il y a une ambiance, des liens particuliers. Voilà, moi je me souviens avoir relevé à plusieurs reprises l'authenticité que je sens dans coach personnel. Et voilà, on m'a souvent dit que j'avais quelque chose d'assez authentique moi-même. Généralement, je suis assez transparente. Ce que je confirme. Je suis assez transparente sur ce que je dis, sur ce que je pense, et voilà. Et j'ai aimé trouver cet écho dans ce réseau. J'avais dû te dire que j'avais été contactée par d'autres réseaux aussi, mais voilà. Moi, j'écoute aussi beaucoup mes ressentis, et c'est aussi des choses que j'apprends à faire aux personnes. Quand ça dit oui, ça confiance dans ses ressentis. C'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il dit, ce corps, quoi? Ce corps, on l'écoute pas souvent, mais si on prend suffisamment de temps et si on fait suffisamment silence, il nous dit tout, en fait. Donc si on l'écoute, il va nous dire non, va pas là, je me sens comme ça quand je suis en contact avec ces gens-là, ou au contraire, ah ben je sens qu'il y a quelque chose, voilà, qui s'ouvre et qui est bienveillant, accueillant avec ces personnes-là. Donc voilà. J'aime beaucoup sentir dans tout ce que tu dis la manière dont tu as évolué, dont les choses se sont approfondies aussi pour toi. Là aussi, on sent l'authenticité de ta propre progression, de ton propre développement, épanouissement dans la vie. Et aujourd'hui, tu vois, je pourrais dire, même si on ne voit pas, que tu es vraiment resplendissante, fraîche, pleine de vitalité. C'est super. Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a des rencontres marquantes qui t'ont aidé finalement à te révéler à toi-même? Alors, par rapport à cette question-là, les 2 premières réponses qui me viennent immédiatement fait écho à un petit exercice que j'avais fait avec une coach, justement, où l'exercice consistait à ce que je nomme des personnes pour qui j'avais de l'admiration. Alors, la première personne qui m'est venue, c'était mon prof de philo. Pour qui je portais un regard vraiment avec, je pense, de grands yeux ouverts, parce que c'est une personne qui pour moi était le portrait même de ce qu'on appelle l'équanimité, c'est-à-dire une personne qui était toujours satisfaite de tout. Quand il avait des propositions à nous faire, si on disait oui, il disait mais c'est super, on va pouvoir le faire, merci, on va faire cette sortie pour aller observer ce que c'est le travail, par exemple, dans une fonderie. Si vous dites non, très bien, ça veut dire que vous avez une opinion et que vous savez l'exprimer, et on fera autre chose. Et voilà, la posture de cet homme m'a marquée depuis le lycée, quoi. Et on a d'ailleurs entretenu des correspondances pendant un certain temps, et je sais que je peux lui écrire à tout moment. Voilà. Un homme emblématique pour moi, et je pense que c'est quelque chose qui fait aussi partie de moi. Si j'ai vu ça en lui,
Voilà, je pense que C'est la possibilité que ça existe aussi en toi. ouais, c'est ce qu'on dit souvent de l'admiration aussi, qu'on voit chez les autres, ce qui se trouve en fait en nous, mais on le voit plus facilement chez les autres. Le deuxième type de personne, en tout cas, que j'avais donné en réponse à cette question, c'était les personnes handicapées, en fait. Les personnes qui relèvent du monde du handicap m'ont toujours subjuguée par leur capacité d'adaptation. Et il manque la capacité d'entendre, de voir, il manque un bras, un doigt, une jambe, un cerveau qui fonctionne autrement. Et pour autant, comme je disais, la vie, elle se faufile et elle trouve un autre moyen de faire avec l'équipement qui est là. Et ça, moi, je suis toujours fascinée par ça. Après, dans des rencontres plus proches, les personnes auprès de qui j'ai pu me former, effectivement, ont forcément compté dans mon parcours. Je ne veux pas forcément nommer personnellement là. Après, je crois que j'aurais envie de dire aussi régulièrement les personnes que j'accompagne, parce que cet émerveillement, je le trouve chez elles, en fait. Et que ça soit sur mon site, voilà, on trouve les photos des personnes qui m'ont marqué, qui ont construit qui je suis, et je réserve une place pour le petit enfant de 7 ans que je trouve de l'autre côté du tapis et qui est là avec sa fraîcheur, avec son émerveillement de tout. Et pour moi, les enfants sont des richesses, en fait. Et c'est des maîtres pour nous, dont on doit savoir s'inspirer avec humilité aussi. Et de pas toujours croire que c'est l'adulte qui est au-dessus et qui sait, qui doit faire passer la connaissance vers l'enfant. Mais ça fonctionne dans les deux sens pour moi. Ok. Et puis, quand tu ne travailles pas, Valérie, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Comment tu aimes le passer? Là, tu habites dans une jolie campagne, c'est vraiment très joli. Qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes, tu médites, tu lis? Raconte-nous. Alors, oui, je peux passer effectivement du temps dehors. J'ai un jardin et un potager dont j'aime me prendre soin. Et j'aime me prendre soin vraiment de plus en plus comme un soin que j'accorde à mon lieu de vie, vraiment. Ce qui fait penser parfois dans les monastères à ce temps qu'on accorde pour entretenir les jardins. Voilà, ça me fait penser à ça un peu, ce temps qui peut être un peu méditatif de donner. J'aime aussi beaucoup effectivement aller dans la nature, faire des promenades dans des endroits où il y a des arbres ou le bord de mer régulièrement, ça dépend selon l'envie. Et puis, une des choses que j'ai ouvertes de plus en plus ces dernières années, c'est la danse. La danse qu'on appelle de type sensible, en fait. Donc, c'est pas une danse qui est chorégraphiée, qui est apprise et où on a des pas, des choses à compter, etc. Mais c'est de nouveau avec un travail d'écoute, en fait. D'écoute à l'intérieur de soi, d'écoute de où naît le mouvement en soi, jusqu'où le mouvement se développe, et de lui donner naissance. Donc ça peut se pratiquer en solo, en duo, en groupe. Et moi, je fais ça depuis plusieurs années, et notamment avec de l'improvisation. Et donc voilà, je reviens notamment d'une semaine où j'ai pratiqué ça de façon intense dans un petit collectif où on a développé notre écoute de notre corps, du mouvement, où on allait chercher d'autres espaces encore d'expression de nous-mêmes, dans la voix, dans la gestualité, sortir de nouveau de ce corps qui a des habitudes gestuelles, mais pour pouvoir exprimer plus large et pour contacter l'amusement, la joie et le plaisir de nouveau d'offrir. Là, dans cette semaine-là, il y avait du public, et du coup, c'était pour moi la première occasion d'être dans la rencontre avec le public, et j'ai beaucoup aimé qu'ils nous offrent un espace avec leur regard et en même temps de leur offrir ce qu'on a fait pour eux à ce moment-là. Et puis en retour, là c'est de nouveau, je crois, la cascade de l'ergonome qui est revenue en leur offrant un espace d'expression pour qu'ils disent ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu, vécu, et en observant cette performance qu'on donnait à ce moment-là. Ouais, c'est super. Eh bien, vraiment, je te remercie beaucoup pour ce petit parcours qu'on a fait avec toi. Peut-être une dernière question pour terminer. Est-ce que il y a un ouvrage, un livre,
un texte en particulier, un film ou une citation qui t'inspire particulièrement ces temps et que tu aimerais partager avec nous? Alors, merci encore. Tes questions tombent généralement assez judicieusement. Ce matin, en rangeant dans ma chambre, j'ai relevé un des livres que j'ai commencé il y a quelque temps et qui est un petit peu en stand-by là et qui est très très porteur pour moi en ce moment, qui s'appelle La Voix du Sentir, qui a été écrit par Louis Sanza et voilà, qui me semble à la convergence de beaucoup de choses qui me plaisent et qui me parlent. Voilà, il parle d'attention, il parle d'un type de chamanisme qui n'est pas du chamanisme folklorique, mais de nouveau lié à l'attention que l'on peut porter aux choses. Et voilà, je suis qu'en cours de découverte de cet ouvrage et de cette personne, mais ça me semble très très proche de ce qui est important pour moi et comme je disais au carrefour de différentes pratiques importantes. D'accord. Ben, on mettra les références en dessous de la vidéo. Et puis, en tout cas, Valérie, je te remercie infiniment pour ce moment que nous venons de passer ensemble. Merci beaucoup. Et puis, j'invite chacun d'entre vous à visiter le site de Braise Conscience et à venir rencontrer Valérie dans sa belle demeure en Bretagne, à Cavan. Merci beaucoup, Valérie. À bientôt. Merci beaucoup Sylvie, à toi d'être venue jusqu'ici et puis effectivement de faire le plaisir de venir à la rencontre de ce lieu qui est en phase d'ouverture en fait. Voilà, du coup c'est un plaisir pour moi de le faire rencontrer et donc voilà, merci pour ce temps de partage et me permettre à moi aussi de clarifier et de mettre en mots qui je suis et comment ce chemin m'amène jusqu'ici depuis le début. Exactement. Merci beaucoup Valérie, à très très bientôt et au plaisir de te revoir dans de prochains épisodes où on parlera peut-être davantage de certaines thématiques qui te tiennent à cœur. Et on a vu aujourd'hui qu'il y avait beaucoup de sujets sur lesquels tu étais intéressée. Donc on aura plein d'autres occasions de mieux te connaître et de faire ta connaissance plus en profondeur. Merci infiniment Valérie, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir Sylvie.